Matière à penser, Frédéric Worms. France Culture, Matière à penser, j'ai le très grand bonheur ce soir de recevoir Judith Butler qui enseigne la philosophie, écrit et travaille à Berkeley aux États-Unis. Je suis très heureuse d'être ici. Bonsoir Judith Butler. Bonsoir, Frédéric Worms. Merci beaucoup d'être là. Ce que je voulais vous demander, Judith Butler, pour commencer cette conversation, c'est qu'en France, on connaît beaucoup de vos travaux, beaucoup de vos questions, beaucoup de vos problèmes. Mais est-ce qu'il y a derrière tous ces objets, derrière les questions qui vous ont rendu célèbre, la question du genre, la question aussi de la guerre, la question du deuil, la question de la politique en général, certains sujets aussi plus récents, l'occupation des espaces par des manifestations. Est-ce qu'il y a une question centrale dont vous diriez c'est ma question vitale en quelque sorte, c'est ma question première, c'est la question qui explique toutes les autres et qui font que ce ne sont pas juste des thèmes, mais ce sont aussi des problèmes pour vous? I don't think there's a single question. Je ne crois pas qu'il y ait une seule question unique qui m'occupe. From the beginning of my scholarly work, I have Cependant, depuis que je travaille, j'ai toujours essayé de comprendre la relation entre le désir et la reconnaissance. On retrouve ce problème dans le travail de Hegel, sa phénoménologie. One finds that desire, understood as human desire, et là, le désir humain s'entend, mais également le désir animal. Le désir demande, appelle une reconnaissance, la reconnaissance de la part de l'autre. Et la reconnaissance dans l'autre aussi. If not reduplicated in the other, c'est-à-dire que l'on cherche non pas à se trouver imité, redoublé dans l'autre, mais à y trouver avec l'autre une relation essentielle. And there, in the work of Hegel, and my dissertation thesis was on Hegel, et c'était l'objet de ma thèse également de doctorat. One can see that there is a social world that emerges from the problem of desire. Social émerge de toutes ces questions autour du désir. I cannot gain recognition for my desire si je ne connais pas mon désir, je ne peux pas trouver de reconnaissance à travers l'autre et par l'autre. Of course, this became for me a different kind of question when I started to work in the area of queer theory. C'est posé pour moi un peu différemment quand j'ai commencé à travailler dans le domaine des études queer. En effet, une des principales revendications de ce mouvement, c'était justement de reconnaître mon désir, que mon désir soit reconnu, qu'on m'autorise à en faire un langage de ce désir, qu'il soit publiquement reconnu, même si mon désir ne se conformait pas à l'hétéronormativité. And so I suppose that I have thought that even the most personal questions we have, what is it I wish, what même do les I questions desire, les plus intimes, les plus personnelles, ce que l'on souhaite, eh bien tout cela repose sur l'existence d'un langage ou peut-être un discours au sein duquel le désir peut vivre et s'épanouir. Je suis persuadée que les gens souffrent, ça mène une souffrance quand on ne peut pas traduire son désir dans un langage qui soit reconnu par nous. Et par ailleurs, j'aimerais ajouter que parfois, le langage qui existe et qui nous permet de reconnaître notre désir finit par capturer ce désir ou finit par le contrôler, exercer un contrôle, ce qui entraîne une fausse représentation du désir. Et tout cela pour le rendre publiquement lisible et communicable.
Donc au fond, Judith Butler, pour vous, le désir rencontre assez vite la question de la reconnaissance, c'est-à-dire aussi du risque de non-reconnaissance, c'est-à-dire la question du négatif finalement. Et chez Hegel, que vous citiez, ça peut prendre la forme d'une lutte dialectique, d'une négativité entre deux consciences qui s'affrontent. Chez vous, profondément, est-ce que ça ne va pas même encore plus loin, c'est-à-dire que le désir, avant même d'exister, est produit par l'altérité, par des normes. Enfin, si le désir c'est notre condition, le désir c'est pas juste une propriété que nous avons. Il n'y a pas Judith Butler et son désir. Yeah. Le désir c'est notre être lui-même en un certain sens. Et est-ce qu'il est toujours dépendant de la relation, parfois du conflit avec autrui? Il est constitué par cette relation parfois critique. I would say it's neither. That desire neither exists in a self-sufficient way. Ce n'est pas que le désir n'existe pas de manière autosuffisante avant même d'être reconnu. Nor is desire just a product Et on ne peut pas dire non plus que le désir soit uniquement un produit de cette langue de la reconnaissance. So I think it is certainly articulated through language. It's given Donc tout cela s'articule à travers le langage, s'exprime, on lui donne une forme, on peut aussi censurer, refouler, ce à travers le langage. Mais c'est vrai qu'il y a ce conflit, cette lutte entre la condition d'une créature désirante et le langage disponible. Et finalement, dans cette tension, dans cette polarité entre le désir qui me porte dans le monde social et ce monde social lui-même, quel est le critère? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, je me trouve reconnu? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, le désir, on peut dire qu'il est opprimé, soumis à une violence qui ne lui permet pas même de vivre, et on reviendra sur cette question de la vie, et qu'à un autre moment, dans certaines vies, certains désirs sont reconnus, certains autres sont refusés. Est-ce qu'il y a un critère existentiel, un critère subjectif finalement de cette reconnaissance? Ça, c'est une question qui traverse aussi tout votre travail, il me semble, et qui est cruciale aujourd'hui, c'est-à-dire on critique des normes qui oppriment, on revendique, et à quel moment est-ce qu'on dit, là on a franchi au moins un seuil de justice, un seuil de reconnaissance? Although I am not a Lacanian, I do accept Je ne suis pas lacanienne, that there is always a méconnaissance, a failure of recognition. Je pense qu'il y a toujours une méconnaissance ou le fait de ne pas parvenir à cette reconnaissance lorsqu'on essaye d'exprimer notre désir à travers le langage. Il y a ce risque. Parfois, le langage peut paraître suffisant, mais il s'avère souvent par la suite qu'il est insuffisant, ou que le langage qui est utilisé est en fait utilisé par un autre et qui peut m'être renvoyé comme un spectre, voire même comme un persécuteur. I think, in fact, there is no way to have full recognition. Donc, je ne crois pas qu'on puisse obtenir une reconnaissance totale de notre désir. D'ailleurs, je ne vis pas en attendant cela dans la vie. Et pour reprendre Hegel, il parle justement d'une tension, d'un conflit, d'une lutte pour la reconnaissance. And yes, the terms do change as the struggle proceeds. Les termes changent, se modifient à mesure que cette lutte se poursuit. Example of gay marriage. Par exemple, avec le mariage gay. Bien sûr, je suis en faveur du mariage gay. At the same time, I see that the recognition Mais en même temps, gay, lesbian, trans je constate que la reconnaissance à laquelle sont parvenus les mouvements gays, lesbiens, trans, cela a tendance à se normaliser maintenant. La vie des gays, des trans ou la sexualité queer
où tous les individus qui vivent dans des formats relationnels qui échappent au mariage, tout cela existe. Donc, je trouve ça magnifique que le mariage homosexuel ait été reconnu, mais en même temps, ça a un côté un peu normalisateur. Il porte une censure, il apporte une normativité, mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Je crois que c'est intéressant de suivre ce que ça devient, parce qu'on permet à tout cela de fleurir, mais en même temps, je crois qu'on produit aussi des empêchements, des souffrances. La question que vous posez, je crois, c'est comment est-ce que l'on sait si l'on est épanoui ou si l'on est en souffrance. Peut-être qu'on vit ces deux états en même temps, l'épanouissement et la souffrance. Donc, au fond, ce que vous venez de décrire, Judith Butler, c'est à la fois un problème que vous avez affronté à un moment donné et puis un risque dans la réponse à ce problème. C'est-à-dire, par exemple, dans vos travaux sur le genre, vous partiez d'une norme, disons, massivement oppressive qui interdisait certains genres de vie, justement, de manière globale, enfin, certaines reconnaissances globales, collectives. Par exemple, tout simplement même les vies homosexuelles ou les vies qui maintenant s'appellent transgenres et qui avaient un interdit, disons, normatif général. Le risque que vous pointez, c'est que la reconnaissance passe aussi par des normes générales finalement, et que ce qui se trouve peut-être toujours perdu, peut-être structurellement perdu, c'est la vie individuelle, la créativité d'une vie, d'un style, avec un corps qui n'est jamais réductible à des normes quelles qu'elles soient. Et on vous a souvent caricaturé, c'est-à-dire vous critiquez, on dit souvent, Judith Butler critique une essence de la différence sexuelle, et à la place elle met soit n'importe quoi, des vies qui s'inventent n'importe comment, soit d'autres formes de modèles de vie, des vies transgenres, comme si c'était un genre d'être transgenre. Et au fond, j'ai l'impression que ce que vous défendez, c'est toujours l'idée qu'une vie est un désir individuel, qui a sa créativité, qui passe par le corps, par la manière d'occuper un espace, et qui ne sera jamais entièrement réductible à une essence ou à un genre. Oui. Well, first, let me say, that not all norms are bad. Vous savez, d'abord, je pense que toutes les normes ne sont pas à jeter, ne sont pas nocives. For the most part, living in the United States. J'ai vécu ma vie pour l'essentiel aux États-Unis. Et en ce moment, je vous avoue que j'aimerais voir appliquer certaines normes dans le pays. Bien sûr, l'absence de normes peut être plus violente que la violence des normes. So sometimes a norm can simply be the reflection of a new social consensus. Une norme peut être un cadre. Reflet vous dites parfois un cadre. Parfois vous parlez de frame, le cadre. Yes, but you know, for those of us. Mais pour ceux d'entre nous grew up without the gay lesbian movement, qui avons grandi avant le mouvement gay lesbien, right? Living alone with your desire or understanding your desire as exclusively individual, avec son désir ou vivre son désir comme étant exclusivement individuel, c'est une forme d'enfer, je crois. Ce n'est que lorsque j'ai compris que mon désir était partagé avec d'autres et partageable. Then I began to understand that I could live in a world, in a shared world with others. Que j'ai commencé à me dire que je pouvais vivre dans un monde partagé, à la lumière, en plein jour, avec les autres. Et sans avoir l'impression d'être un cas pathologique, ou sans vivre dans un isolement total. I've also always been critical of starting with the individual. Donc j'ai toujours critiqué cette façon de faire, de commencer par l'individu comme étant le fondement même de la question du désir, l'individu. Mais malgré tout, dans cette tension entre le désir et la norme, ne disons pas forcément l'individu, mais le désir et la norme, le désir a besoin d'être reconnu, donc a besoin d'une norme qui dit tu es légitime, tu fais partie du vivre humain, ça fait partie de ta vie humaine. De désirer ceci ou cela, tu n'es pas juste un corps avec des qualités a priori d'humain, etc. Malgré tout, dans cet affrontement avec les normes, il y a toujours un refus, une création, quelque chose qui est perdu et quelque chose qui doit s'ajouter, une sorte de créativité de la vie individuelle, de sa normativité justement. Yeah.
Well, even there, mais même là, I think perhaps my position in Troubles dans le genre peut-être que la position que has j'ai been taken prise to be an dans extremely individualist position. Troubles dans le genre a été or the defense of interprétée individual comme étant liberty. extrêmement individualiste ou en défense des would say libertés it is, individuelles, libertarian. presque libertarien So, and I comme point actually de vue. refuse that. Mais je refuse ça. I think we are formed in Je le the social réfute parce world, que je pense que nous sommes formés à l'intérieur d'un monde social both formed and constrained et les possibles qui by nous sont the ouverts social sont norms in which we formés et contraints par les normes sociales Even though, au sein desquelles nous we vivons. do have some freedom to Et même si nous avons une certaine latitude, une certaine liberté, la liberté de nous créer nous-mêmes de façon nouvelle, inédite, c'est quand même toujours au milieu de contraintes. Et je crois qu'il ne faut pas perdre cela de vue. Parce que quand on parle de construction sociale, les gens pensent déterministe et déterminisme. Si vous êtes socialement construit, ça veut dire que la société vous a fait comme ci ou comme ça. Ou ceux qui souscrivent à la liberté individuelle comme étant le fondement de tout ont la liberté de faire d'eux-mêmes ce qu'ils veulent sans le moindre égard par rapport aux normes de la société ou les normes de leur propre formation. Donc c'est quand même très très puissant cette formation par rapport au genre. Et ce n'est pas un processus facile, on nous traite d'une certaine façon, on s'adresse à nous d'une certaine manière, on nous parle d'une certaine manière. Donc nous tous, quand nous arrivons au monde, nous avons été formés, façonnés, et pourtant parfois dans ce façonnage, on arrive à procéder à des changements sur nous-mêmes et même à créer des ruptures. Et c'est ça que revendique le mouvement LGBT, ou voire et encore plus les transgenres qui refusent cette assignation du sexe. Donc au milieu d'un océan de contraintes, et quand on sait que la vie est profondément façonné par les normes, mais il ne faut pas penser que tout est déterminé par ces normes, surtout. Donc au fond, votre opposition fondamentale, Judith Butler, et ça va nous conduire à d'autres questions ensuite, votre question fondamentale, ça n'est pas l'opposition de l'individu et du groupe, ou de l'individu et de la norme, non. Ça n'est pas non plus nature et culture, oui. C'est plutôt la contrainte de certaines normes et l'exclusion de certains êtres par ces normes, enfin plutôt la reconnaissance et l'exclusion d'un côté, ou bien la contrainte et la création finalement, et le fait qu'on n'échappe pas à cette dualité. Et alors ma question c'est comment se fait-il que la vie humaine, qui n'est pas seulement justement un effet de construction, que la vie humaine soit affectée vitalement par ces normes, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment mourir non seulement de l'exclusion matérielle, de la faim, de la maladie, de la guerre, mais aussi de l'exclusion sociale, morale, de l'humiliation ou de l'injustice, et que par exemple, sur la question de la mort, vous avez aussi, là aussi, cherché les normes d'inclusion et d'exclusion à travers les deuils qui sont possibles, reconnus, et les deuils qui sont interdits, impossibles. Donc finalement, la vie et la mort sont affectées par ces normes, par cet accueil ou par cette exclusion, par cette contrainte ou par cette création. Et pour vous, c'est ça le travail de la philosophie, c'est de chercher à montrer l'impact des normes sur nos vies et ce qui les rend possibles ou impossibles. Well, let me answer that first with two brief examples, and then maybe we could talk further about life and death. Je crois que la vie et la mort vont venir dans notre discussion. First of all, of course, one turn my work took was to consider the populations who were targeted by war, or who were, in fact, considered ungrievable, bouleversés par la guerre, by those who had et qui étaient considérés comme destroyed étant them or made their lives unlivable. Des vies dont on ne pouvait pas porter le deuil. And
And of course, the lack of recognition for those injuries, de those reconnaissance losses, pour toutes ces pertes humaines, pour les blessures is a form of subies. suffering. C'est une forme de souffrance. We could understand it as a condition of political melancholia. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler un état de mélancolie politique, le refus de porter le deuil de populations entières. Et ça peut être la politique des États. Une politique mélancolique au sens strict, puisque Freud définit la mélancolie comme le deuil impossible, interminable. Et vous, ce que vous dites, c'est que certains cadres politiques, en rendant certaines morts invisibles, certains deuils impossibles, rend le sujet mélancolique, on produit une souffrance psychique de l'ordre de la mélancolie. Politique qui produit la mélancolie. Yes. Of course, Freud also said that the melancholic refuses to acknowledge a également dit loss, right? So le mélancolique refuse de reconnaître la perte. Right? So the refusal to offer recognition, and without that recognition, there is no way to have public grieving. Et sans la reconnaissance, on ne peut pas porter le deuil publiquement, reconnaître cette perte, ce chagrin. Et puis du coup, on n'est pas du tout responsable de ces morts. On n'enquête pas. Or, il faut savoir comment cela s'est passé. Il faut décider s'il s'agissait d'une injustice radicale. Mais on ne peut même pas formuler ce jugement ou, par exemple, accuser l'injustice qui s'est produite tant que l'on ne reconnaît pas cette perte comme étant un deuil. Donc le critère reste bien vital, reste bien de l'ordre de la souffrance et ultimement de la mort, voire du pire que la mort. Nous allons reprendre cette conversation après un morceau de musique que vous avez choisi, Judith Butler, un morceau de Laurie Anderson qui évoque un des philosophes de l'école de Francfort dont vous vous êtes le plus inspiré, Walter Benjamin. Hansel and Gretel are alive and well, and they're living in Berlin. She is a cocktail waitress. He had a part in a Fassbinderfilm, and they sit around at night now, drinking schnapps and gin, and she said, Hansel, you're really bringing me down. And he says, Gretel, you can really be a bitch. He says I've wasted my life on our stupid legend, when my one and only love was the wicked witch. France Culture, matière à penser toujours avec Judith Butler, philosophe de la reconnaissance des corps et des vies humaines à travers les normes et les formes sociales et leurs critiques aussi quand il le faut. Mais alors justement, Judith Butler, pour reprendre notre conversation, vous disiez d'une manière très profonde que au fond, même dans la vie psychique, il y a de la reconnaissance presque au même sens que la politique. C'est-à-dire, Hegel dit qu'il y a une lutte pour la reconnaissance. Vous disiez que pour Freud, le deuil consiste à reconnaître la perte, reconnaître la mort. J'ai presque envie de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'inverse? C'est-à-dire, il y a quelque chose de vital dans le psychique. Si je ne reconnais pas la mort de l'autre, je peux en mourir. Et finalement, la mort est toujours le critère de ce qu'il faut refuser. Et dans la politique, c'est quand même la lutte aussi contre ce qui nous tue, ce qui nous détruit, ce qui abîme nos corps, ce qui nous fait souffrir vitalement, qui est votre critère, votre boussole, votre orientation. Judith Butler. Okay. Merci, Frédéric Worms. You have posed many difficult questions for me. Vous posez beaucoup de questions but all of épineuses them very interesting, et and toutes I thank you. fascinantes, passionnantes. Je vous en remercie. I want to say that perhaps as much as
Mais pour autant que l'on cherche à obtenir la reconnaissance, on accepte le fait que celle-ci n'est jamais pleinement possible. Donc il y a là deux inclinations émotionnelles qui sont corrélées à ce paradoxe. D'un côté, on recherche à être connu, reconnu, compris par l'autre, mais dans le même temps, on sait également qu'on ne pourra jamais être complètement connu, complètement reconnu. Mais dans cet espace se trouve un espace de liberté. Donc, parce qu'il n'y a pas de catégorie existante de la reconnaissance qui puisse raconter tout ce qu'on est. Je peux dire, je suis féministe, mais si quelqu'un dit, oh, Butler, ce n'est qu'une féministe, alors là, je suis piégée. Ma catégorie devient une prison pour moi. Mais alors, justement, prenons cet exemple du féminisme et de Judith Butler. Ce qui est important, ça n'est pas de dire que Judith Butler est féministe. Ce qui est important, c'est de comprendre le féminisme de Judith Butler. Je veux dire par là la création philosophique singulière de Judith. Et là, je crois qu'il y a vraiment de la reconnaissance possible. C'est-à-dire que si le contraire de la reconnaissance, c'est la mort ou la destruction, la reconnaissance, alors, n'est pas seulement négative, condescendante, comme on pourrait dire, comme Derrida critiquait la tolérance, c'est-à-dire je te tolère, je supporte ta vie, etc. La vraie reconnaissance, c'est l'admiration pour une singularité, pour une nouveauté, pour un style. Est-ce que il n'y a pas quand même des moments de reconnaissance parfaite entre les êtres, pas une essence, mais plutôt une nouveauté, un style, une singularité, un sourire, une façon de faire, un concept? I don't know if I make a singular or creative contribution. Je ne sais pas si ma contribution est aussi singulière et créative que ce que vous décrivez. Personnellement, j'ai beaucoup de dettes vis-à-vis d'autres auteurs. Lorsque j'écris, je tiens la plume avec une quantité de gens vivants ou morts qui sont avec moi dans ma voix, dans mon écriture, dans ma plume. Notamment pour ce qu'il en est pour ce qui est du féminisme. Où serais-je sans Simone de Beauvoir? Et toutes les penseuses et penseurs féministes qui sont venus avec moi. Donc je m'inscris dans une chaîne historique. Mais bien sûr, j'apporte ma petite touche, ma petite inflexion. Mais je ne dirais pas que c'est complètement singulier ni complètement créatif. La question de la relation est aussi la question de la singularité, et toutes les deux s'opposent à des catégories générales. Par exemple, le féminisme, où il y aurait de Simone de Beauvoir à Judith Butler, c'est un très beau sujet de thèse, mais ça n'explique pas quelle est la relation entre Simone de Beauvoir et Judith Butler. Donc la singularité, je ne voulais pas dire par là un météore, une sorte d'étoile filante, toute seule dans le ciel, mais justement dans cette relation avec les autres philosophes, et puis aussi les événements. Chacun construit sa configuration de problème. Il y a quand même ce problème philosophique de Judith Butler, qui est un problème qui n'est pas celui de Simone de Beauvoir. Yes, but you see, even when you use the proper name, you say Judith Butler, right? Oui, mais même quand, par exemple, là, vous citez mon nom, Judith Butler. Mon nom, c'est... Je pensais à votre pensée, votre problème, qui est celui de, finalement, la manière dont la vie humaine s'obtient à travers la critique du pouvoir et la reconnaissance, et en même temps est réellement vitale, même dans cet acte critique. Ça, c'est ça pour moi, Judith Butler. En plus de votre personne et de votre voix ici. We can, of course, speak about the fact that I have my own pathway. On peut parler du fait que j'ai mon propre parcours, mes propres chemins, que j'ai trouvé ma propre voie. I do not even own my name. Mais en même temps, mon nom est-il seulement à moi? Mais non, mon nom ne m'appartient pas. Il me vient d'un monde sur lequel je n'ai aucune prise. Alors là, c'est merveilleux. Au micro de France Culture, je donne un peu une signification à mon nom. Mais ce nom tout seul, comment est-ce que je pourrais... Bon, évidemment, il y a des conséquences à ce nom qui commence à être connu, c'est-à-dire qu'on ne me donne pas de visa pour entrer dans certains pays, etc. Donc ce nom a maintenant revêtu plusieurs significations auxquelles je ne m'attendais pas et que je n'ai même pas voulu ni souhaité. Donc je ne suis même pas vraiment moi-même quand on évoque mon nom même. Mais justement, c'était mon but dans cette conversation aussi,
j'allais presque dire de défendre votre nom, c'est-à-dire de comprendre les questions qu'il y a derrière, de discuter avec vous. Donc c'est pas vous qui avez introduit votre nom, c'est moi, Judith Butler, dans cette conversation pour justement montrer qu'au-delà de votre nom fait partie de ceux qui sont entrés dans l'esprit objectif, aurait dit Hegel, comme certaines de vos expressions, par exemple le genre lui-même, par exemple les corps qui comptent, bodies that matter, qui est aussi devenu lives that matter, lives matter in general. Peut-être on peut dire que justement il faut aller au-delà du nom vers les problèmes, les singularités qui évitent la réduction d'un nom à un slogan, et d'une personne à ce nom et lui-même à ce slogan et à cette réduction. Aujourd'hui, si votre nom est devenu un symbole, c'est aussi parce que le monde est redevenu idéologique. C'est pas vous qui êtes idéologique, c'est le monde. Maybe I can answer you a different way. Peut-être je peux vous répondre d'une manière différente. Je dirais, voilà, ça c'est Judith Butler. Because ça c'est la singularité. Voilà, ça c'est la singularité. Okay, different way. Voilà, c'est fini. Non, parce que c'est la conversation, c'est la relation. Ok, c'est vrai. Je suis d'accord. Well, philosophically, in order to become a singular being, I must be recognized philosophique, pour devenir un être singulier, je dois être reconnu comme étant singulière et je dois me conformer à certaines notions de la singularité. Et ces dernières doivent être partagées. Donc déjà, voilà ma singularité détruite par sa reconnaissance même. Détruite et créée. But let me say this to you. For instance, I have been concerned in some of my recent writings, as I know you are and many people in Europe are, about the plight of refugees. Je me suis intéressée à la détresse des réfugiés qui meurent en Méditerranée, qui sont coincés sur les rives de la Méditerranée. Quel est le statut de ces existences, de ces vies? Ils sont privés de tout droit, ils n'ont aucune appartenance à rien, ils n'ont pas le droit de circuler, souvent même pas le droit à s'exprimer. Quel genre de vie mènent-ils? Comment décririons-nous leur existence? D'un côté, on peut décrire les privations massives et cet abandon choquant de la part de l'Union européenne ou de tous les pays concernés, Moyen-Orient, etc. Et si l'on regarde de plus près, on voit que des réfugiés arrivent à s'organiser. Ils ont presque tous un téléphone portable. Ils appartiennent plus ou moins à des réseaux. Ils savent le genre de papier, de documents qu'ils doivent obtenir. Dans l'ouest de la Grèce, par exemple, il faut obtenir un document de vulnérabilité qui établit votre vulnérabilité pour vous ouvrir des droits à emprunter des modes de transport et à vous déplacer. Donc il y a de la stratégie, il y a des tactiques de survie, il y a des communautés, il y a presque une forme d'autogestion et il y a aussi des manifestations. Il y a même en Allemagne un mouvement de résistance de la part des migrants. Ils ont une publication qui appelle à cette résistance. Agamben would wrongly call bare life. They apparently are bare life with a cell phone. Donc même si leur vie se réduit à sa plus simple expression, ils sont quand même accrochés à la vie par leur téléphone portable. Ils ont toujours le désir de vivre. Et ce désir est entretenu par le fait qu'ils manifestent une solidarité, ils vivent ensemble, formant donc une assemblée, une congrégation, des réseaux, des communautés avec de l'entraide. On peut échanger ce que l'on sait, ce que l'on sait de la loi locale, ce que l'on sait des politiques migratoires, des routes de transit. Tout cela, ils échangent là-dessus, ces migrants, ces réfugiés. Donc on pourrait les
les imaginer comme étant dénués de tout et que la vie soit réduite au minimum. Et pourtant, ils font preuve de cette persistance, ils sont toujours là. Et cela ne repose pas sur des efforts individuels, c'est parce qu'ils sont tous ensemble qu'ils se soutiennent et qu'ils s'entraident dans leurs efforts à rester, à persister. On peut appeler ça peut-être un élan vital, oui. Ce que vous venez de décrire très, très fortement, Judith Butler, c'est effectivement la manière dont ces vies que nous aurions envie de réduire à des vies réduites à des corps, et souvent dans le langage lui-même, et il faut critiquer le langage. Vous avez dit réfugiés, certains disent migrants, migrants, comme si c'était des oiseaux, des animaux poussés par des courants, alors que ça a un sens historique. Ils ont des vies qui sont actives, qui créent du sens, qui créent de la résistance. Et ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est que ça n'est pas pour autant de purs individus. Et ça, je crois que c'est très important. Effectivement, ce ne sont pas des individus, ce ne sont purs, ce ne sont pas non plus des corps, des objets. Il y a des interactions vitales entre eux qui font qu'ils se créent mutuellement. Ils sont actifs, ils sont comme nous tous finalement. Et donc c'est vrai que je pense que ça montre que la vie humaine n'est jamais seulement celle d'un corps, pas non plus celle d'un pur sujet, mais à plusieurs dimensions qui sont toutes vitales. Mais ma question, alors que je vous retourne, et je crois que toutes ces dimensions sont vitales, c'est le travail de la critique. Vous êtes très marqué par la théorie critique, le concept de critique est central pour vous. Et bien sûr, ces formes de résistance, des réfugiés eux-mêmes, c'est déjà une forme de critique. Mais on a aussi besoin des philosophes, des citoyens, des politiques, en Occident et ailleurs, qui critiquent explicitement. Ce que vous venez de décrire, c'est aussi un geste critique pour dire « ils ne sont pas ce que vous croyez ». Et vous critiquez aussi le langage, précisément, ne pas dire migrants, mais dire réfugiés, ne pas dire que ce sont voilà, et critiquer par exemple implicitement quand vous avez dit « vulnerability paper », ils ont des papiers de vulnérabilité. Vous avez envie de montrer le sens critique de ça, comment c'est un enjeu critique pour notre société. Donc le travail, au fond, est toujours à la fois vital et critique. Et on a besoin aussi du philosophe. On a besoin quand même d'assumer une position de critique. Et on a besoin de reconnaître que les gens sont capables de résistance dans leur vie. Et qu'en même temps, ils ont besoin du soutien de la critique par les autres. Ils ont besoin de nos travaux, de nos gestes, Judith Butler. Well, I think perhaps critical theory, which comes, of course, from the Frankfurt School and to qui vient bien sûr de l'école de Francfort from the tradition of German idealism, et dans une certaine mesure qui vient de la tradition d'idéalisme allemand, pose une question très difficile, a posé une question très difficile aux philosophes au milieu du XXe siècle. C'était comme si la philosophie devait essayer de répondre aux demandes, aux questionnements de son temps historique. Et bien sûr, les différents philosophes, Hannah Arendt, Adorno, Benjamin, Marcuse, la plupart de ceux de l'école de Francfort étaient en exil, ils combattaient le fascisme à leur manière, chacun. And I think there does come a time when philosophical thought has to respond to the historical conditions in which we live. La réflexion philosophique doit répondre et interroger nos conditions historiques, pas seulement pour faire montre de la pertinence de la philosophie, de son utilité, mais parce que, historiquement, nous vivons dans une époque où la réflexion philosophique peut nous aider à comprendre ce qui se passe dans le monde et donc peut nous aider à intervenir et à faciliter l'avènement d'une justice plus grande dans le monde. Like other scholars, I am in my study and doing my Donc, vous savez, comme tous les universitaires, je suis plongée dans mon travail universitaire.
Mais je suis consciente de tout cela et j'essaye d'en parler avec le public, d'éveiller cette conscience. La question de comment nous vivons, bien sûr, on peut se la poser à titre individuel. Comment est-ce que je vis? Mais comment est-ce que je vis dans ce monde et dans notre époque? Pour savoir comment vivre dans ce monde, je dois connaître ce monde, savoir ce qu'il est, savoir quels sont nos temps, ces temps dans lesquels on vit et quel type d'action serait susceptible de préserver ce monde ou de l'arranger. Qu'est-ce qui fait, Judith Butler, d'après vous, moi je le ressens comme vous, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que les souffrances des autres rendent notre vie à nous insupportable? Qu'est-ce qui fait, en tout cas pourquoi certains d'entre les humains ne peuvent pas supporter que la vie des autres soit insupportable? Pourquoi est-ce que la souffrance des autres sur ces frontières de l'Europe, dans ces pays en guerre, dans ces pays où le racisme revient, dans ces pays où le sexisme continue d'être une discrimination insupportable, c'est-à-dire pour le sexisme peut-être encore un peu partout, qu'est-ce qui fait que l'insupportable des autres est vécu par certains comme insupportable pour eux aussi? It's a very interesting question. C'est une question tout à fait passionnante. That you can only find the suffering of others to be insupportable, que l'on ne peut trouver la souffrance d'autrui insupportable que dans la mesure où on arrive à s'identifier à cette souffrance. Et s'il n'y a pas ce processus d'identification, il ne peut pas y avoir d'empathie. On n'arrive pas à ressentir ce que ressent l'autre. Mais je crois que c'est une erreur d'affirmer ça. J'attends avec impatience votre explication. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'identifier à l'autre pour reconnaître que leur souffrance est insupportable et la ressentir comme telle. C'est le cas pour la plupart des gens. Ils ont le sentiment que ces autres sont comme eux. Vous savez, je viens d'une famille juive et on ressentait toujours et on partageait la souffrance du peuple juif. Il m'a fallu longtemps pour comprendre qu'on pouvait aussi souffrir pour la souffrance des non-juifs. Mon père n'en était pas si certain. Que d'autres souffrent aussi. Mais même au premier jour du féminisme, on était toujours censé se préoccuper de la souffrance des femmes. Mais est-ce que ça voulait dire qu'on s'en fichait de la souffrance de certains hommes victimes de racisme, victimes de violences eux-mêmes? Donc je pense qu'il faut interrompre ce processus d'identification. On ne doit pas considérer comme précieux ou digne d'importance uniquement la souffrance de ceux qui nous ressemblent, qui sont comme nous. Non. Il faut accepter ces différences et prendre sur nous cet impératif de nommer et de s'opposer aux souffrances et aux injustices subies par les autres. Qu'on les connaisse personnellement ou pas, qu'on parle leur langue ou pas, qu'on s'identifie directement à eux sur le plan culturel ou autre, ou historique. Est-ce que ce n'est pas aussi, et ce sera malheureusement la dernière question, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que celui qui critique est encore capable de critiquer, il n'est pas entièrement détruit, il est capable d'être dans la critique, et la critique peut aussi le rendre heureux. Peut-être qu'on a besoin. La critique n'est pas le geste triste que pensent certains qui ne sont pas assez critiques, qui sont trop critiques. Il y a des pathologies de la critique. Est-ce que la critique n'est pas aussi quelque chose de vital au sens aussi de la création et même de la joie? Well, I've always been somewhat disappointed to see that j'ai toujours été assez déçue en constatant que certaines personnes insistent, bon, la critique c'est uniquement négatif, c'est uniquement subjectif, et que ça ne permet pas un engagement avec le monde ni une réponse aux objets du monde. Mais je n'ai jamais compris la critique ainsi, non. I think that if we seek to understand the historical conditions of our own existence, à comprendre la condition historique de nos existences, et que l'on se demande comment on peut intervenir. On ne parle pas seulement d'intervenir de manière instrumentale, de manière à générer des conséquences. Non, on se demande aussi comment créer et recréer le monde, et ça c'est un acte créatif.
C'est une activité créative. Et les critiques de la critique ne comprennent pas cela. En fait, c'est une activité éminemment créatrice qui façonne le monde, la critique. Les critiques de la critique se trompent sur la critique, mais les vrais critiques recréent le monde. Refaisons-le, continuons ensemble. Merci infiniment, Judith Butler. Merci, Frédéric Worms.